Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est quoi? Dans la vidéo précédente, nos événements provenaient ici d'un tableau statique. On va essayer de faire en sorte maintenant que nos événements proviennent d'une base de données. Étant donné que nous avons déjà eu à parler de la notion d'entité, de repositories, vous allez voir, ce sera très simple. Donc, on va utiliser une approche TDD. Donc, je vais modifier à ce niveau-là mon test afin de refléter clairement le fait que nos événements proviennent d'une base de données. Donc, on va supposer qu'on a notre entité event qui existe. Donc, on pourra ici l'utiliser pour créer un premier événement en mettant new event. Après, on pourra utiliser le setter setName afin de donner un nom à notre événement. Là, pourquoi pas, je vais mettre ici Symfony Conference. Donc, chacun de nos événements aura un nom, un emplacement et un prix. Donc, le nom, c'est name, l'emplacement, c'est location, et ici, le prix, c'est price. Donc, pas de problème. Après avoir seté ici le nom, je vais setter l'emplacement. On va dire Paris FR. Le prix sera ici de 25 $. Donc là, vu que j'avais déjà eu à expliquer ces Mitsubishi, c'est pourquoi je ne reviens pas là-dessus. Pas de problème. Ce que je vais faire, c'est copier ceci et le dupliquer. Là, je vois que en lieu place de mettre event 1, j'ai mis ici event. Là, ce sera event 2 et à ce niveau-là, event 3. Donc, le deuxième événement, je vais mettre ici comme nom, conférence Laravel Conference. Il va se dérouler ici au Québec, Canada. Il sera gratuit, je mets ici 0. Le troisième événement, ce sera Django Conference. Il va se dérouler à Dakar. Et le prix sera de 12 $. Donc là, rien de bien compliqué, n'est-ce pas les gars? Il va falloir maintenant ici persister ces événements en base de données parce que pour l'instant, ils sont uniquement disponibles en mémoire. Pour les persister, on va utiliser notre Entity Manager. Si on était au niveau du contrôleur, on aurait pu faire get doctrine et ensuite get manager pour accéder à notre Entity Manager. Mais là, malheureusement, on n'est pas ici au niveau du contrôleur. Donc, comment est-ce que je dois procéder si je souhaite ici accéder à mon Entity Manager? Tout ce que getDoctrine faisait, c'est récupérer ici le service Doctrine via le container. Donc, c'est tout simplement un disContainer getDoctrine. Et une fois qu'on a Doctrine, on peut appeler maintenant ici getManager pour accéder à notre manager. Donc, si on parvient à trouver un moyen d'accéder à notre container à ce niveau-là, on a trouvé la solution parce qu'une fois qu'on a accès à notre container, tout ceci devient un jeu d'enfant. On peut accéder à notre container en utilisant ici notre client, ok? Je vais stocker ceci au niveau d'une variable container. Pour accéder au container via le client, je peux faire simplement $client getContainer. Et chez Kebam, on a accès au container. Un autre moyen ici qu'on aurait pu utiliser, c'est de mettre statique, kernel, et appeler toujours la méthode getContainer. Si je viens au niveau de web test case, vous allez voir que normalement, ce Mitsubishi hérite ici de kernel test case, et on a une propriété statique, kernel, qui est de type kernel interface. CTRL P, je cherche kernel interface. Vous allez voir, j'ai une méthode getContainer qui me retourne le container courant. C'est pourquoi également, je peux à ce niveau-là faire static kernel getContainer étant donné que cette propriété est protected. Autrement, comme je vous l'ai dit, on aurait pu faire simplement $client. Notre client, il est retourné par la méthode createClient. Essayons de voir cette méthode. Elle nous retourne un élément de type client. Et ceci se trouve au niveau de Symfony Bundle, Framework Bundle, Client. Donc, on va chercher ce client-là. Je fais CTRL R. Est-ce qu'on a une méthode getContainer? Et chez Kebam. Vous voyez que ceci récupère également le container via le kernel. Donc, ces deux Mitsubishi vont nous donner ici accès à notre container. Maintenant que j'ai mon container, je peux accéder à mon Entity Manager en mettant $container get. L'identifiant de mon service, c'est Doctrine. Et ensuite, get manager. Donc, vu que j'ai mon Entity Manager, je peux l'utiliser. Je vais enlever tout ce Mitsubishi là. C'était juste pour les explications.
je vais dire que je vais vouloir persister event 1, event 2 et également event 3. Et après, normalement, je peux appeler ma méthode flush pour dire ce que je t'avais dit que j'allais persister. C'est le moment ici de persister ceci. Donc, ces 3 événements seront maintenant sauvegardés en base de données. Ce que je vais vouloir faire maintenant, en lieu et place de vérifier qu'au niveau du contenu de notre réponse, on a event 1, event 2, event 3, on va vérifier que les noms de nos 3 événements sont bel et bien présents. Donc, on va vérifier que event1.getName est présent, de même que event2.getName et event3.getName. On n'a pas besoin de modifier ceci, vu qu'on a toujours 3 événements. Donc, il est censé afficher 3 events. Donc là, on a écrit notre test. Il va échouer, les gars. Et petit à petit, on va tenter ici de faire en sorte que ceci passe au vert. Donc, première erreur, on nous dit qu'on ne connaît pas ici de classe event. Étant donné qu'on est au niveau du namespace test AppBundle controller, il va chercher cette classe event au niveau de ce namespace. Donc, il va nous falloir créer notre entité event, mais bien avant ceci, on va configurer l'accès à notre base de données. Donc là, pas de problème. Dans mon cas, j'avais déjà une base de données EventBrot. Je vais m'assurer de partir de 0 en la supprimant premièrement. Shekebam. Là, si je reviens au niveau de la configuration, appconfig, parameters.yml, je vais modifier le nom de la base de données pour dire que ce sera EventBrot. L'utilisateur c'est root, pas de mot de passe, et mon serveur se trouve en local. Donc normalement pas de problème. Je pourrais ici demander à créer ma base de données en mettant ici bin console doctrine database create. Si je ne me suis pas trompé, vous allez voir notre base de données EventBrot qui a été créée sans problème. On peut confirmer ceci en se reconnectant à notre serveur. Je mets show database et vous allez voir la base de données EventBrot qui est bel et bien présente. Donc là, parfait. Maintenant qu'on a ceci, on pourra créer notre entité event. Avant, on l'avait créé ici manuellement. On avait créé un dossier entity au niveau de AppBundle. On avait rajouté nous-mêmes les annotations. Mais je vous avais dit que j'allais vous montrer ici une commande qui vous permet d'aller vite. On l'avait fait pour question de pédagogie afin que je puisse vous expliquer chacune des annotations. Maintenant que vous êtes des pros Symfony, je peux faire simplement bin console doctrine et je vais utiliser une commande qui a pour nom generate entity. Si vous faites simplement bin console et on va faire un petit grep pour rechercher toutes les commandes qui contiennent doctrine, vous allez voir qu'on a ici doctrine generate entity qui nous permet de pouvoir générer une entité doctrine au niveau ici d'un bundle. Donc pas de problème. C'est ce que je vais utiliser et je vais valider. On me demande à ce niveau-là le shortcut pour mon entité. Donc ce sera le bundle AppBundle et mon entité sera event. Donc je mets AppBundle .event. Vous avez vu qu'il fait une autocomplétion. Quand je tape ici app, il me propose ceci, je fais tabulation et je mets ici event. Cela permet d'aller très très vite. Ensuite, on me demande quel format je vais utiliser pour la configuration. Ce sera la notation. Donc, vu que c'est ce qui est présent par défaut, je valide simplement avec entrée. On me demande le nom de mon premier champ. Ce sera ici name. Ce sera une chaîne de caractères. La taille sera de 255. Ce champ ne doit pas être nul et il n'est pas unique. Le deuxième champ, ce sera ici location. Ce sera une chaîne de caractères également, 255. Il ne doit pas être nul et il n'est pas unique. Le troisième champ, ce sera ici le prix. Ce sera ici un élément de type décimal. Donc, je mets ici ceci, il me propose autocomplétion, tabulation. La précision est de 5 parce que je veux avoir 5 chiffres au total. Et ici, le scale sera de 2 parce que je veux 2 chiffres après la virgule. Rappelez-vous, si je mets par exemple 123.45, ici la précision est de 5 parce que j'ai 5 chiffres au total. Et le scale est de 2 parce que j'ai 2 chiffres après la virgule. Donc moi, dans mon cas, je veux que le prix maximum soit 999.99, ok? Donc je n'aurai pas un événement qui va faire plus de 999.99 $. Vous êtes libre ici de préciser une autre précision et un autre scale.
Donc là, pas de problème, on continue les gars. Is nullable, je mets ici false, unique, false. Est-ce qu'on veut préciser d'autres champs? Je dis ici non. Donc je peux appuyer entrée tout simplement. Il me dit tout est bon. Il m'a créé mon entité. Mais en plus de cela, il m'a créé également un repository. Vu qu'on n'est pas encore entré beaucoup plus en détail dans cette histoire de repository, celui qu'il m'a créé à ce niveau-là, je vais tout simplement le supprimer. Vous voyez ce event repository. Pour l'instant, je vais le supprimer. Ne vous inquiétez pas, on pourra le recréer plus tard, lorsqu'on va rajouter ici nos petites méthodes customisées. Mais si je viens à ce niveau, vous voyez, rien de bien compliqué, tout ce qu'on avait eu à écrire manuellement, il a généré pour nous. Ce que je vais faire, je vais enlever ceci, puisque cela permet de préciser le repository qu'on va utiliser pour cette entité-là. Vu que j'ai supprimé ce repository, on n'aura pas besoin de ceci. Pour le nom de ma table, je vais mettre ici events au pluriel, parce que c'est ce que j'aime comme convention. Et pourquoi pas, on va rajouter entity pour dire que c'est une entité. Donc là, normalement, les gars, comme vous pouvez le voir, rien de bien compliqué. On aura ici nos getters, nos setters, et tout est bon. Je vais vous montrer un autre moyen ici de générer votre entité event. Donc pour ce faire, je vais supprimer simplement ceci. Si je reviens au niveau ici de la console, je remets la commande generate entity et je mets ici help. Vous allez voir que vous avez la possibilité de préciser l'entité avec l'option -entity, préciser le format avec -format et même préciser vos champs directement avec ici ce schéma là, ok? Par exemple ici, on veut dire qu'on a un champ title qui sera une chaîne de caractères, la taille est de 255 et un champ body qui sera à ce niveau-là de type texte. On aurait pu être encore plus explicite en donnant même les attributs de manière séparée. Donc title sera une chaîne de caractères, la taille est de 255, vous voyez qu'on a précisé length 255, nullable à true, unique à true. Par défaut, lorsque vous donnez une valeur comme ceci, il considère que c'est la taille que vous avez passée. Donc nous, ce sera très simple. On va mettre bin console doctrine generate entity. L'entité, ce sera app bundle event. Le format par défaut, c'est l'annotation. Donc je ne vais pas préciser l'option format. Mais sachez que si vous souhaitez utiliser un autre format, XML et ainsi de suite, vous pourrez le préciser. Comme c'est marqué ici, par défaut, la commande utilise les annotations, comme ici format. Pas de problème, je vais mettre -fields. Et pour nos champs, on aura ici le name, qui sera une chaîne de caractères, et la taille sera de 255. Également, on aura ici l'emplacement, qui sera une chaîne de caractères. Pourquoi pas, je vais utiliser cette fois-ci la deuxième structure, où je peux préciser mes attributs de manière explicite. Donc, je vais mettre toujours 255. Je vais dire que nullable sera ici à false, unique à false et ainsi de suite. Donc, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, les gars. Là, je vais garder simplement l'inf à 255. Concernant ici le prix, le type, ce sera decimal. La précision est de 5 et le scale est de 2. Donc, normalement, si je valide comme ceci, il va me demander. Donc là, il y a quelque chose de bizarre. C'est marqué ici 2 points. Je pense bien que c'est l'égalité, ok? On va juste vérifier que ceci ne va pas fonctionner avec les 2 points. Et s'ils se sont trompés, on pourra faire un autre pull request, les gars, n'est-ce pas? Ce sera notre deuxième contribution à Symfony. Donc là, je vais rajouter l'option - pas d'interaction. Le truc est que si je ne précise pas ceci et que je valide, il va me demander après les informations, comme vous pouvez le voir. Donc là, vu que je ne veux pas d'interaction, je mets ici - no interaction comme ceci. Là, on va valider, vérifier que ce 2 points-là, au niveau de précision, ainsi de suite, ne fonctionne pas. Donc là, si je descends, vous voyez qu'il m'a généré quelque chose de bizarre. Donc là, pas de problème. Je vais supprimer le dossier repository, supprimer le dossier entity. On va utiliser la bonne structure. Et je vais utiliser l'égalité en lieu et place des 2 points. On valide. Tout s'est bien passé. Et vous allez voir cette fois-ci, il me précise clairement la précision et le scale.
Donc clairement, c'est une erreur au niveau de la description de cette commande-là. Là, je vais enlever ceci, rajouter @orm entity. Et là, pour terminer, ce sera events. Parfait. Donc, pour pouvoir faire un pull request, on doit savoir où cette commande generate entity se trouve. Si vous vous rappelez, je vous avais parlé de ce bundle-là, Sentio Generator Bundle. Et je vous avais dit que c'est via ce bundle-là qu'on avait accès à ces différentes commandes, Generate Entity et ainsi de suite. Donc là, si je fais simplement CTRL-P pour rechercher Generate Entity Command, vous voyez que c'est cette commande qui est présente ici. C'est bel et bien ce qui était présent comme exemple à ce niveau-là. Donc là, on pourra venir au niveau du navigateur. Je vais taper Sentio Generator Bundle. Je viens au niveau du dépôt GitHub de Sentio Generator Bundle. On vient au niveau du dossier Command. Et normalement, on aura notre commande Generate Doctrine Entity Command. Donc là, je descends. Et c'est à ce niveau-là qu'il y avait un problème. Pas de problème, on va modifier le code. Vu que c'est quelque chose de très simple, je ne vais pas me fatiguer à cloner ce dépôt-là. Je vais modifier ceci directement. Donc, je vais bouger ici, mettre l'égalité, également l'égalité. On peut essayer de voir est-ce que ceci n'est pas dupliqué quelque part. Je pense que c'est bon. Là, on va mettre fix small typo. Et là, ce sera use equality symbol instead of colon. Donc là, vous voyez les gars que je suis bon en anglais, n'est-ce pas? J'ai une très mauvaise prononciation. Pas de problème. On fait ici propose file change. On vérifie que c'est bel et bien ce qu'on voulait modifier. Je crois que tout est bon. Je fais créer un pull request. Je fais ici create pull request. Donc là, on a un système d'intégration continue qui est en place. Notre pull request ici va s'afficher. Lorsqu'on aura une réponse favorable, je pourrai ici vous la montrer. On va continuer les gars, s'intéresser à notre entité event. Donc là, en plus ici de price, location, name et ID qui a été rajouté automatiquement, je vais rajouter un champ de description de type texte et un champ stat@, de type datetime qui va permettre de dire à quel moment notre événement commence. Donc pas de problème, je vais copier ceci, coller à ce niveau-là. Ce sera toujours une chaîne de caractères. Ça, c'est la documentation PHP, ok, avec ce var-là. On aura ici la description. Pour doctrine, ce sera un élément de type texte. On n'a pas besoin de préciser de scale ni de précision. Là, le nom de notre attribut, ce sera description. Je vais copier ceci, le dupliquer. Là, on aura un élément de type datetime qui va représenter notre stat@. Là, ce sera stat@, comme ceci, de type datetime. Donc ça, c'est ce qui sera utilisé au niveau de ma table comme nom de champ, mais je pourrais y accéder via le code avec ce Mitsubishi en camel case. OK? En lieu et place de me fatiguer à générer des getters et des setters pour ces deux nouveaux champs, pourquoi pas, je vais utiliser une autre commande, doctrine, generate, cette fois-ci entities. On doit préciser ici notre entité. Je peux mettre ici app bundle event. On avait déjà vu cette commande. Si vous voulez de l'aide, vous pourrez faire -help. OK? Mais là, si je valide, vous voyez, il m'a créé un backup. Au cas où ce qu'il a rajouté ne me convient pas, je pourrais utiliser ce backup là. Mais là, on voit simplement qu'il a rajouté set description, get description, set stat@, et ici get stat@. Et je crois que ceci me convient. Je vais donc supprimer ce backup. On aurait pu préciser l'option "-no backup" si on ne voulait pas de backup. Donc là, on peut valider ici est-ce que tout est bon, notre schema, en utilisant la commande bin console doctrine schema validate. Si je me suis trompé quelque part, il va me dire, dans le cas contraire, il va me dire tout est bon. Donc là, on nous dit que notre mapping est bon, simplement que pour l'instant, on n'a pas encore eu à faire de synchronisation
entre notre mapping et notre base de données. C'est une autre manière de vous dire que pour l'instant, vous n'avez pas de table events au niveau de votre base de données Eventbrite. Si je fais Show Tables, vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas de table events. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vous avais dit qu'on aurait pu utiliser à ce niveau-là Doctrine Schema Update et préciser l'option -- force afin de pouvoir maintenant synchroniser le mapping et notre base de données. Mais j'avais rajouté que ceci n'était pas recommandé. Il est beaucoup plus intéressant d'utiliser un système de migration afin de pouvoir versionner votre base de données. Mais là, normalement, vous allez le voir, j'aurai maintenant ma table Events. Vu que je vais utiliser un système de migration, ce que je vais faire, c'est supprimer cette table Events qui a été créée. Donc, normalement, je n'aurai plus de table. Parfait. On va utiliser le bundle Doctrine Migrations Bundle. Donc, on nous dit de l'installer via Composer. Je peux simplement copier ceci sans la version. Il va rajouter cela automatiquement. Pendant que ceci est en train d'être fait, je peux venir au niveau de la doc et copier ce que je dois rajouter au niveau de app kernel pour enregistrer mon bundle. Donc là, pas de problème. Je vais le mettre à ce niveau-là. Après, tout ce qui est présent à ce niveau, c'est la configuration. Moi, je vais garder la configuration par défaut. Donc là, pas de problème. Tout s'est bien passé. Ceci veut dire que maintenant, j'aurai accès à plein de commandes qui commencent par Doctrine Migrations. Comme on l'avait vu, je vais utiliser ici diff pour générer mon fichier de migration et utiliser migrate pour pouvoir exécuter ici ma migration. Donc là, pas de problème. Pour l'instant, si je demande le statut, vous voyez que la version courante c'est 0. Cela veut dire que pour l'instant, il n'y a rien. Pas de problème. On va donc utiliser diff. Vous voyez qu'il m'a généré ici ma migration qui va se trouver par défaut au niveau de app, Doctrine Migrations. Et c'est cette migration-là. Donc, elle va nous créer une table Events qui aura un identifiant, un name, location, price, description, stat at. Vous voyez comment c'est écrit stat at. Donc, clairement, je suis d'accord avec ce Mitsubishi-là. Si je veux maintenant appliquer ma migration, je n'aurai qu'à utiliser migrate. On me demande est-ce que je suis sûr, je dis yes et ma migration est appliquée. Je viens à ce niveau-là, au niveau de ma base de données. Vous allez voir maintenant au niveau de Eventbrite, j'aurai deux tables. Ma table Events et ma table Migrations qui va me permettre ici de gérer mes migrations. OK, donc vous voyez Events et Migration Versions. On va faire un petit describe de Events. Et clairement, c'est ce qu'on voulait. ID, name, location, price, description et stat at. Je suis fier de vous, les gars. Donc là, on est content. On a notre entité qui existe maintenant. Ce qui veut dire que, en ce qui concerne l'erreur qu'on avait au niveau de notre test, qui est en rapport avec le fait qu'on n'avait pas importé cette classe, je vais maintenant l'importer et on va voir quelle est la prochaine erreur. Donc là, on nous dit que la description ne peut pas être nulle. Le truc, c'est quoi? C'est que ici, je n'ai pas précisé cette description et cette stat at. Donc là, pas de problème. Je vais ici dupliquer ceci. Là, on aura cette description. Je vais mettre Best Symfony Conference Ever. Et à ce niveau-là, pour le stat at, je vais utiliser la classe datetime. Et je vais dire que tu vas me rajouter 10 jours à la date et l'heure courante. On va devoir importer ceci. Il se trouve au niveau du namespace global. Je vais simplement copier ce Mitsubishi là et le mettre à ce niveau. Là, j'ai oublié ceci. Et checker bon. Donc là, ceci va avoir lieu dans 30 jours. Ici, on va dire dans 5 jours. Best Laravel Conference Ever. Vous voyez comment je suis paresseux, je ne peux même pas trouver une description. Donc là, pas de problème. Normalement, on aura une erreur différente. On a l'impression qu'il a réussi à faire la requête. Simplement que il n'arrive pas à avoir Symfony Conference au niveau de la réponse qui est retournée.
parce que la réponse qu'on retourne pour l'instant se base toujours sur notre tableau statique Event 1, Event 2, Event 3. Donc là, il ne pourra pas voir Symfony Conference au niveau de ce Mitsubishi. Donc, ce que je vais faire, c'est récupérer mon Entity Manager. Vu que je suis au niveau de mon contrôleur, je peux utiliser le raccourci, le shortcut Get Doctrine pour accéder à Doctrine et après utiliser Get Manager. Là, pour récupérer ici mes événements en base de données, je pourrais utiliser Get Repository et là, je vais mettre Event 2.2. Class. Il va me falloir importer ceci et je pourrais utiliser la méthode FindAll. Donc encore une fois les gars, je ne reviens pas sur ces Mitsubishi parce qu'on les avait déjà vus. Là on utilise notre repository pour pouvoir accéder ici à l'ensemble des événements. Et c'est ce qu'on va passer au niveau de notre vue. Ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, si je veux afficher le nom de chacun de mes événements, je vais devoir accéder à l'attribut name et Twig est très intelligent pour appeler à chaque fois le getter approprié. Vu que ces Mitsubishi sont privés, je ne peux pas y accéder, mais Twig va appeler les getters appropriés. Donc lorsque je mets ici name, il va appeler getName et ainsi de suite. Donc là, normalement, on va avoir quelque chose de différent. Je valide et bang, vous voyez maintenant ce qui se passe à ce niveau-là. Là, on a combien d'événements? On a un événement, deux événements, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais tenter de réexécuter ceci. Vous allez voir, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, vous voyez que à chaque fois qu'il va exécuter mon test, il va me recréer ces trois événements-là. Ce qui fait que ici, on s'attend à avoir 3 événements, mais malheureusement, on a maintenant 15 événements. Ce qu'on est donc censé faire, c'est quoi? C'est dire que, avant d'exécuter ici chacun de nos tests, on va vider la base de données afin ici de partir de 0. Avant de faire ceci, on va faire un petit changement au niveau de la configuration. Ce qu'il est recommandé, c'est quoi? Pour l'instant, vous voyez que la base de données qu'on utilise en test, c'est la même base de données qu'on utilise ici en développement. Il est recommandé d'avoir une base de données séparée pour vos tests et une autre base de données séparée dédiée à votre développement local. Ceci va permettre ici de ne pas mélanger les choses. Donc au niveau de la configuration, qui est partagée par défaut, par mes environnements, vous voyez que là on utilise MySQL et pour le nom de la base de données, ceci provient du paramètre database name. Donc c'est ce paramètre database name. Donc si je veux modifier ceci en test, je n'aurai qu'à modifier la valeur de ce paramètre. Donc je vais redéfinir ce paramètre database name et dire qu'en test, ce sera eventBrot underscore test. Donc lorsqu'on est en dev, vu qu'on hérite ici de config.yaml et qu'on n'a rien modifié, il va utiliser ceci et la valeur qui est donnée à notre paramètre database name. Par défaut, c'est eventBrot. Mais en test, j'ai modifié ceci pour eventBrot test. Ce qui va faire que maintenant en test, il va utiliser eventBrot test. Là, pas de problème, je vais venir ici. Lorsque je vais exécuter ceci, on aura une erreur différente. Et je vais vous l'expliquer. Premièrement, on nous dit qu'on ne connaît pas la base de données eventBrot test. On peut donc demander à Symfony de nous créer cette base de données en mettant doctrine database create, mais en précisant l'environnement de test. Donc, crée-moi la base de données de mon environnement de test. Il va lire la configuration et créer la base de données eventBrot test. Je vais réexécuter mes tests et vous voyez maintenant, il me dit qu'il ne trouve pas de table events au niveau de eventBrot test. Donc, on avait appliqué les migrations uniquement au niveau de la base de données en développement. Vu que là, on a une nouvelle base de données en test, si je veux aussi avoir cette table events au niveau de cette base de données, je vais devoir également appliquer mes migrations au niveau de l'environnement de test. Donc, ce sera doctrine migrations migrate-env test. Je dis ici oui et vous allez voir que maintenant, au niveau de ma base de données eventBrot test, j'aurai également ma table events et ma table
migration versions. Donc là, pas de problème. Si je réexécute ici mes tests, vous voyez que tout passe. Là, ne soyez pas content parce que vous allez voir que lorsque je vais réexécuter ceci, cela ne va plus fonctionner. La table Events, elle était vide. Donc la première fois qu'on a exécuté à ce niveau-là notre test, je vais tenter de le retrouver. On a créé ces 3 événements. Il a vu qu'il y a 3 événements. Il a vu les noms de ces événements. Tout s'est bien passé. Mais rappelez-vous, lorsque je vais exécuter mon test à nouveau, vu qu'il y a déjà 3 événements, lorsqu'il va créer 3 autres événements, ça va faire 6 événements maintenant. Donc là, clairement, il ne sera plus content. Je valide et check it bon. Donc on s'attendait à avoir ici 3 events, mais vous voyez qu'on a maintenant 6 événements. Si je réexécute, on aura maintenant 9 événements et ainsi de suite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 fois 3, 9. Donc comme je vous le disais, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est vider ici notre base de données et recréer les tables avant ici chaque test. Ce qu'on va utiliser à ce niveau, c'est quoi? Au niveau de PHP Unit, vous avez 2 méthodes spéciales. On a une première méthode, setup, et on a une deuxième méthode, tear down. Je vais mettre à ce niveau-là, tear down. Donc cette méthode sera appelée avant chaque test. Là, j'ai un seul test, c'est ce Mitsubishi-là. Elle sera appelée avant ce test. Et cette méthode sera appelée ici après chaque test. Donc si j'avais 2 tests, supposons ça c'est un autre test. Avant d'exécuter ce test, ceci sera exécuté. Avant d'exécuter ce test, ceci sera exécuté. Après l'exécution de ce test, ceci sera exécuté. Après l'exécution de ce test, ceci sera exécuté. Donc ceci s'exécute avant chaque test, ceci après chaque test. Donc là, je pourrais dire avant chaque test, on va ici vider notre base de données et recréer ici les tables. Et au niveau de tear down, si vous avez à ce niveau-là besoin de faire un peu d'optimisation afin de supprimer les variables qui ne sont plus utilisées et ainsi de suite, vous pourrez le faire ici. Donc la première des choses que je vais faire, c'est appeler la méthode setup de ma classe parent. Donc en mettant ceci, il va appeler la méthode setup de ma classe de base. Donc de ma classe PHP Unit, Framework, Test Case, ok? Je vais faire de même à ce niveau-là. Avant toute chose, je vais appeler la méthode tear down de ma classe ici parent. Maintenant ici, qu'est-ce que je vous ai dit? On va ici vider notre base de données. Pour ce faire, je vais utiliser une classe qui a pour nom Schema Tool. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ceci dans quelques instants. Je vais appeler ceci Schema Tool. Il me faudra donc instancier cette classe-là. Si je clique à ce niveau, vous allez voir que cette classe prend en paramètre un élément de type Entity Manager Interface. Donc là, je pourrais passer tout simplement mon Entity Manager. Le problème, c'est que pour l'instant, mon Entity Manager est disponible uniquement au niveau de cette méthode. Ce que je vais donc faire, c'est couper tout ceci, mettre cela à ce niveau-là et définir ces différents Mitsubishi comme des attributs d'instance. Comme ça, ici, mon Entity Manager, je pourrais y accéder au niveau de mes méthodes en mettant 10EM et ainsi de suite. Je vais définir ces attributs comme privé. Après, on pourra modifier la visibilité si on a besoin ici de le faire. Et après également, on pourra faire du refactoring. Ne vous inquiétez pas, les gars. Donc là, pas de problème. J'ai mes 3 attributs d'instance. Je les initialise à ce niveau-là. Donc là, je peux remplacer ceci par 10 client et à ce niveau-là, ceci par 10 container. Donc, vu que là, je dois passer mon Entity Manager, je pourrais mettre 10 EM. Et vous allez voir au niveau ici de Schema Tool, vous avez une méthode Drop Database qui vous permet à ce niveau-là de supprimer votre base de données. OK? Si je refais CTRL-R, Drop Database, ceci permet de supprimer tous les éléments qui sont présents au niveau de la base de données de la connexion courante. Au niveau ici de doctrine, vous pouvez définir plusieurs connexions. Pour ne pas compliquer les choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. OK? Mais si vous cherchez au niveau de la documentation, à ce niveau-là par exemple, on pouvait définir plusieurs connexions en lieu et place d'en avoir qu'une seule. Pas de problème. Là, je pourrais donc utiliser la méthode
drop database afin de vider à ce niveau-là ma base de données. Donc là, clairement, ceci ne va pas résoudre le problème parce que si on vide notre base de données, on n'aura plus de table events. Donc, il faudra après ici recréer toutes nos tables, ok, en utilisant le schema qu'on a eu à préciser. Là, je vais importer schema tool juste pour vous le montrer. Vu que ceci sera exécuté, pourquoi pas, on va faire un petit dump ici de setup. Si ceci s'affiche, on saura que ceci sera exécuté avant chacun de nos tests et ceci sera exécuté après chaque test. Là, pourquoi pas, pour ne pas avoir de risky, on va mettre une petite assertion, asset true est true. Donc là, c'est un deuxième test. J'ai oublié ici de mettre le T. Pas de problème, je réexécute mes tests et vous voyez, setup est exécuté avant tous les Mitsubishi et après on a tear down. Pour le deuxième test, on avait setup et après ici, tear down. Là, on me dit qu'on ne connaît pas de variable EM. C'est parce que là, j'ai oublié de remplacer toutes mes instances de EM par 10 EM. On va tenter de modifier ceci. Et je vais remplacer toutes mes instances de client par 10 client. Je crois que maintenant, tout est bon. On va réexécuter, on aura toujours des erreurs, mais cette fois-ci, vous voyez comme je vous le disais, vu qu'il vide ma base de données avant chaque test, on n'aura plus ici nos tables qui seront disponibles. Ce que je vais donc faire, c'est quoi? Premièrement, on va enlever ceci. Deuxièmement, je vais enlever ceci. Troisièmement, on va enlever ce test-là. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Pour pouvoir ici recréer mes différentes tables, je pourrais récupérer certaines métadonnées. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Pour ce faire, je peux utiliser mon Entity Manager, appeler la méthode getMetadataFactory et après appeler getAllMetadata. Ça peut paraître compliqué les gars, ne vous inquiétez pas. Après, je vais vous montrer ici des packages que vous pouvez utiliser pour automatiser tout ce processus-là. Vu que là, on est en train d'apprendre, pour moi, l'objectif, en suivant une bonne pédagogie, c'est de vous expliquer ces Mitsubishi dans les détails, avant de vous proposer des outils qui vont ici vous faciliter la vie. Au moins, vous saurez un peu au cœur de ces outils comment cela fonctionne. Donc là, au niveau de mon Entity Manager, j'aurai accès à cette méthode, getMetadata, si j'arrive à l'écrire. Donc là, vous voyez, ce Object Manager qui est présent à ce niveau-là, c'est simplement une interface, mais notre Entity Manager Interface hérite ici de ce Object Manager, ok? Donc, c'est toujours ici une interface qui sera implémentée par notre Entity Manager. Donc, lorsque j'appelle la méthode getMetadataFactory, vous voyez qu'elle va nous retourner ici un élément de type class MetadataFactory. Et au niveau d'un élément de type class MetadataFactory, on aura cette méthode getAllMetadata. Donc, ceci va nous permettre ici de pouvoir charger toutes les métadonnées de toutes les classes qui sont connues au niveau de notre driver de mapping sous-jacent. OK? Donc là, pas de problème. Je vais faire un petit dump de ces métadonnées pour que vous puissiez voir à quoi cela correspond. Vous allez voir que c'est quelque chose que vous connaissez un tout petit peu. Je vais faire ici, pourquoi pas un petit die, comme ça également. Ceci va arrêter l'exécution de mon script. Et vous voyez, ceci vous dit quelque chose, n'est-ce pas? On voit ici notre entity event. On voit ici les différents attributs. On voit par exemple ici description, stat at, location, name et ainsi de suite. Donc via ces métadonnées-là, il pourra recréer ici le schema sans problème. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est utiliser notre schema tool et il existe une méthode createSchema qui prend en paramètre les métadonnées en question. Donc si je reviens au niveau de schema tool, je cherche createSchema, vous voyez, on peut passer ici les métadonnées. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est quoi les gars? Avant chaque test, il va vider ma base de données, recréer le schema, donc on aura à nouveau nos tables et tout ceci va fonctionner sans problème. Donc à chaque test, on n'aura aucun événement en base de données vu qu'elle sera vidée. Donc ce qui va faire que on n'aura pas nos événements qui seront cumulés, 3 événements, 6 événements, 9 événements et ainsi de suite.
Cette fois-ci, si je réexécute mon test, check et bam, vous voyez que ceci fonctionne. OK? Ce que je vais faire au niveau de tier down, la première des choses, je vais prendre mon Entity Manager et appeler close. Et de la même manière, je vais affecter nul à ce Mitsubishi là. Ceci va permettre de cleaner un tant soit peu les choses. Pas de problème, on réexécute ceci et vous voyez, on a le même résultat. Là, on n'utilise pas pour l'instant le crawler, donc je peux l'enlever. À ce niveau-là également, on va faire quelque chose. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il va exécuter ceci, on aura toujours les mêmes métadonnées. Mais nous, on les récupère à chaque fois. En lieu et place de les récupérer plusieurs fois, on peut les récupérer une seule fois et utiliser ce même Mitsubishi là. Parce que rappelez-vous, ceci va s'exécuter avant chaque test. Donc avant chacun de mes tests, il va récupérer les métadonnées alors que ce seront toujours les mêmes métadonnées. Ce que je vais faire premièrement, c'est définir une variable statique, metadata, et je vais rajouter ici un if not is7 $metadata. Alors là, on va faire ceci. Également à ce niveau-là, on va vérifier que nos métadonnées ne sont pas vides. Donc, vu que c'est un tableau, on va vérifier que ce tableau n'est pas vide avant de faire ici le create schema. Parce que si on n'a aucune metadata, ça ne sert à rien d'appeler ceci avec un tableau vide. Je vais tenter de réorganiser un peu tout ceci et je vais vous l'expliquer tout à l'heure, les gars. Pourquoi pas, je vais mettre ceci à ce niveau. Donc, vous connaissez probablement déjà les méthodes statiques et les attributs statiques. On a dit une méthode statique, c'est une méthode qu'on peut appeler sans avoir besoin de créer une instance de notre classe. Également, un attribut statique, c'est un attribut de classe qui sera partagé par toutes les instances de notre classe. Les variables statiques, c'est une toute autre notion qui est différente ici de la notion d'attribut statique et ainsi de suite. Même si on utilise ce statique-là, c'est deux Mitsubishi différents. Sans trop rentrer dans les détails, j'utilise ceci pour avoir un mini système de caching. Normalement, au niveau de la documentation de PHP, vous allez pouvoir avoir une explication beaucoup plus élaborée. Comment on obtient ce système de caching? C'est par rapport à la manière dont la portée est gérée au niveau des variables statiques. Ici, vu que j'ai déclaré cette variable metadata comme une variable statique, une fois qu'il va affecter une valeur à cette variable-là, elle va exister et c'est cette même valeur qu'il va utiliser. Ce qui va faire en sorte que on n'aura pas besoin d'exécuter ceci à chaque fois. Il va l'exécuter une seule fois. Ceci est utilisé par pas mal de frameworks. Si je viens au niveau du navigateur, je viens au niveau du code source de Laravel, même si ça n'a rien à voir avec Symfony, vous allez voir par exemple ceci est utilisé à ce niveau-là. Pour la génération ici du hash, du mot de passe, étant donné que c'est une opération coûteuse, cela prend beaucoup de temps, on va générer ici ce hash-là une seule fois et c'est ce Mitsubishi qu'on va réutiliser sans problème. Donc vous voyez que pour ceci, on a eu à définir cette variable comme une variable statique. Comme ça, ceci sera exécuté une seule fois. Donc la première fois, elle ne va pas exister, ce qui va faire qu'il va générer ceci et stocker cela au niveau de la variable. Mais pour les fois d'après, vu qu'elle va exister, il va réutiliser ce Mitsubishi-là. Pourquoi pas, je vais rapidement vous montrer un petit Mitsubishi. Je vais ouvrir un nouvel onglet, me rendre au niveau du bureau et je vais créer un fichier que je vais appeler toto.php. À ce niveau-là, je vais définir une fonction que je vais appeler test. Cette fonction va avoir une variable x qui aura comme valeur de départ 1. Je vais ensuite afficher mon x et incrémenter ce Mitsubishi-là. Si je viens à ce niveau et j'appelle test, dans mon cas, je peux l'exécuter directement en utilisant le build system PHP. Vous allez voir, il m'affiche 1. Je vais tenter de dupliquer ceci. Il va m'afficher toujours 1. OK? Pourquoi pas là? Je vais mettre concaténer à PHP and offline. CTRL B. Et vous voyez, j'ai toujours 1. Je vais appeler cette fonction, disons, 10 fois. Donc là, normalement, rien de bien compliqué, n'est-ce pas, les gars? Lorsqu'il appelle cette fonction, x vaut 1, il affiche à ce niveau-là 1. Même si on incrémente ceci, vu que cette variable a une portée locale, lorsqu'on sort de la fonction, on perd cette variable. Ce qui fait que la prochaine fois, lorsqu'on l'exécute, on a toujours 1, il va afficher 1.
Même si on l'incrémente, ici on a 2, mais vu qu'on va sortir de cette fonction, on perd ici notre variable, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si je déclare cette variable comme variable statique? Ici, elle sera initialisée à 1, il va afficher 1. Lorsqu'on va l'incrémenter, elle va valoir maintenant 2. Et vu que cette variable est statique, c'est cette nouvelle valeur qu'il va prendre. Donc, on aura ici 2. Après, il va afficher 2. Incrémenter, on aura 3 et ainsi de suite. CTRL B. Et vous voyez, on a tout simplement 1, 2, 3 jusqu'à 10. Encore une fois, les gars, je ne veux pas ici trop rentrer dans les détails et vous embrouiller en lieu et place ici d'éclaircir les choses. C'est pourquoi je disais, si vous souhaitez en apprendre davantage, la documentation sera votre meilleur ami. Mais ici, juste pour vous le montrer, vu que j'ai déclaré cette variable comme variable statique, je vais mettre ici 3E. À chaque fois qu'on va rentrer à ce niveau-là, on aura 3E qui sera affiché. Pas de problème, je viens ici, je vais fermer cet onglet, je réexécute mes tests et vous voyez ceci affiché une seule fois. Je vais venir à ce niveau-là, définir un autre test. Je vais mettre $10 assert false. False. Vous allez voir que ceci sera toujours exécuté une seule fois. Ok? Vous voyez une seule fois. Par contre, si je n'avais pas utilisé ce système, à chaque fois, il allait exécuter ce Mushibushi. Donc, à chaque test, ce sera affiché. Et vous voyez, maintenant, il est affiché 2 fois. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il allait récupérer les mêmes métadonnées. Un autre moyen de faire ceci, c'est de l'initialiser à nul. Et en lieu et place de vérifier s'il n'existe pas, vous pouvez vérifier est-ce qu'il est nul. S'il est égal à nul, c'est que pour l'instant, aucune valeur n'a été affectée. Donc, on va affecter une valeur, mais la prochaine fois, il ne sera pas nul. Donc, il n'y aura plus de problème. Et vous allez voir, sera affiché une seule fois, même si on a 2 tests. Et parfait. OK? Donc là, pas de problème. Je vais enlever ce test-là, venir à ce niveau, enlever ce dump. Et je crois, les gars, qu'on va s'arrêter là dans cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va essayer d'utiliser une base de données SQLite in memory pour nos tests, afin d'avoir un peu de gain en termes de performance. OK? D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.